Découvrez un résumé de l'actualité macroéconomique de la semaine et les principaux éléments à suivre sur les marchés au cours des prochains jours avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Cette semaine a été marquée par, en début de semaine, un rebond des indices d'activité en Chine, activité manufacturière et dans les services. L'activité reste toujours contractée, c'est-à-dire sous la zone des 50 pour les indices PMI, mais une petite amélioration est à noter par rapport au mois précédent, et puis surtout la Chine qui depuis quelques jours annonce assouplir ses mesures sanitaires, avec notamment un déconfinement progressif de Shanghai. Donc un biais plutôt positif concernant les news en provenance de Chine, avec des indices également chinois, des indices actions chinois qui ont poursuivi leur rebond, aussi bien sur la tech que sur les indices plus traditionnels. Donc un aspect plutôt positif en provenance de la Chine, mais on va le voir, une semaine quand même assez contrastée sur le reste. On a eu par exemple en Allemagne des chiffres de vente au détail, donc qui étaient vraiment pas bons, surtout en début de semaine qui était vraiment pas bon et qui traduisent ce sentiment et qui va peut-être être croissante dans les semaines et dans les mois qui viennent, d'une dégradation économique liée à l'effet des prix élevés, à l'effet des tensions géopolitiques. Et donc, finalement, on sait qu'il y a trois facteurs qui retenaient ou qui retiennent le sentiment à la fois sur les marchés, sur la macroéconomie. Ces trois éléments, c'est l'inflation et donc, en parallèle, tout ce qui est normalisation des politiques monétaires des banques centrales. Le deuxième élément, c'est la géopolitique. Et le troisième élément, c'était la Chine. Du côté de la Chine, donc, on va le dire, ça se détend un petit peu. Donc, reste encore les questions d'inflation et de géopolitique. Et donc, on a vu une macroéconomie cette semaine, notamment sur l'Allemagne, assez faible, avec des déceptions sur pas mal de données économiques. Donc le sentiment qu'effectivement l'Allemagne est clairement sous pression d'un point de vue macroéconomique, et donc probablement d'autres pays européens avec. On a également eu du côté des États-Unis des données qui sont assez mitigées, on va dire ça comme ça. Je rappelle qu'aux États-Unis, maintenant, depuis à peu près un mois et demi, majoritairement les statistiques qui nous parviennent, statistiques macroéconomiques, tombent en dessous des attentes. Ça, on peut le mesurer par un indice qui s'appelle l'indice de surprise économique, qui mesure le chiffre par rapport au consensus. Et donc, on voit que depuis un mois et demi, la plupart des données économiques qui tombent, donc qui sont publiés, tombent en dessous du consensus. Donc ça, c'est un élément qu'il faut souligner, parce qu'on rappelle qu'au premier trimestre, la croissance américaine s'est contractée de manière surprise. On n'attendait pas de contraction, et pourtant ça a été le cas. Et donc ce qu'on regarde désormais, c'est également cette dynamique macro aux États-Unis, qui est donc très contrastée, je le disais, parce que vous avez d'un côté, par exemple, l'ISM manufacturier, donc qui traduit l'activité dans le secteur manufacturier, qui a marqué un rebond le mois dernier, donc bonne surprise pour l'activité manufacturière, malgré toutes ces questions de pénurie, de prix des composants, parfois de difficultés de recrutement ou autre. Et en fin de semaine, on vient d'avoir l'ISM Service, donc dans la partie service, qui lui, par contre, s'affiche en repli par rapport au mois précédent. Donc c'est toujours au-dessus de 50, on a eu un ISM à 55,9, donc c'est largement au-dessus de 50, ça traduit toujours une expansion de l'activité, mais une expansion qui est plus faible que le mois précédent, et puis on tombe un petit peu là aussi, une nouvelle fois, en dessous du consensus. La seule bonne nouvelle la bonne nouvelle, l'ISM manufacturier est plutôt bon, mais la bonne nouvelle qui relie un petit peu ces deux éléments, ISM, un meilleur qu'attendu, l'autre moins bon qu'attendu, mais les deux éléments en commun, c'est que la composante prix payé de ces deux indices ISM, eh bien la composante prix payé se replie un petit peu par rapport au mois précédent. Et ça, c'est un constat qu'on fait sur la plupart des indices de prix, même sur tous les indices de prix qui nous sont parvenus des États-Unis sur les dernières publications, aussi bien l'indice des prix à la consommation que les prix à la production, que l'inflation PCE, donc qui est une des mesures de l'inflation aux États-Unis, plus les composantes de prix des indicateurs ISM, et bien sur ces 5 composantes-là, ces 5 items-là, et bien nous avons eu une progression moins forte que le mois précédent des indices de prix. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que ça peut effectivement aller dans le sens d'un début de pic inflation aux États-Unis, mais un chiffre ne fait pas une tendance, donc il faut évidemment attendre les prochaines publications dans quelques semaines pour avoir la confirmation que quelque chose est en train de se mettre en route. Et c'est ça qui rend aussi la lecture des marchés assez compliquée en ce moment. On voit bien qu'on a eu une semaine assez erratique sur les marchés. Il n'y a plus de vraie tendance cette semaine parce que le marché parfois veut croire que ça y est, le pic inflation est atteint. Il y a peut-être quelques chiffres comme ceux qu'on vient d'indiquer qui peuvent aller dans ce sens-là. Et de l'autre côté, vous avez une banque centrale américaine qui, pour l'instant, effectivement, ne veut pas se contenter de ça pour dire que ça y est, le plus dur est passé. Les dernières publications d'inflation aux États-Unis et même en Europe montrent qu'effectivement, pour l'instant, il y a une pression toujours massive sur les prix. Et donc, on ne voit pas
d'inflexion pour l'instant du côté de la Banque centrale américaine. La dernière preuve, s'il en fallait, c'est la déclaration il y a quelques jours de la vice-présidente de la Banque centrale américaine, donc numéro 2 après Powell, qui explique que pour l'instant, elle ne voit pas d'hypothèse de pause pour l'instant sur les hausses de taux. On rappelle que ce qui est déjà prévu par les marchés, c'est 2 hausses, une en juin et une en juillet de 0,5% pour chacune des 2 hausses, donc c'est des hausses assez conséquentes déjà, et donc plane un petit doute sur les hausses. Il n'y a pas de réunion en août, donc sur les hausses de septembre. Et donc pour l'instant, Brainard dit que même pour cette réunion de septembre, pour l'instant, il n'y a pas aujourd'hui les bases pour faire une pause dans ces hausses de taux. Donc on voit que le marché, encore une fois, est toujours dans une fonction d'anticipation. C'est-à-dire qu'il essaie de voir si sur la macro à court terme, il y a quelques éléments qui indiquent que les prix peuvent se détendre. Et quand on voit la trajectoire du pétrole, par exemple, qui évolue sur ses plus hauts depuis le mois de mars, proche de 120 $ quasiment pour le WTI, eh bien c'est vrai qu'on ne voit pas pour l'instant de signes vraiment tangibles sur les matières premières, en tout cas, de tassement. Et sur les indices de prix dont on vient de parler, c'est très léger pour l'instant, et donc la Fed ne peut pas se saisir de ça pour dire que le plus dur est fait. Et puis il y a des enjeux politiques. On rappelle qu'il y a cette semaine, il y a eu une réunion entre le président américain Jérôme Powell et la secrétaire au Trésor Janet Yellen. Et donc clairement, le message qui va être véhiculé jusqu'au midterm, donc aux élections de mi-mandat de Biden, donc d'ici quelques mois, il va falloir que cette majorité arrive et que le Parti démocrate arrive avec quelque chose à brandir, et à revendiquer comme accomplissement avant ces mi-termes, parce que effectivement l'inflation est massive, les prix à la pompe aux États-Unis sont très élevés également, et donc la mission première pour l'administration américaine, c'est de s'assurer qu'en arrivant au mi-terme, on ait pu expliquer qu'on ait réussi à infléchir la trajectoire des prix par des réunions avec l'Arabie Saoudite pour accroître la production de pétrole, par des pressions ici ou là, par des recours aux stocks stratégiques, par une pression sur les producteurs américains aussi pour qu'ils augmentent leur production, vous voyez. Donc ça, c'est l'impératif. Et donc la Fed aussi a un rôle à jouer, même si elle est apolitique et indépendante. Quand il y a une réunion entre Biden, Yellen et la Fed, c'est qu'effectivement on fait passer quand même quelques messages politiques indiquant que d'un point de vue politique, c'est problématique, et puis d'un point de vue économique, parce qu'effectivement, il y a toute la classe la plus pauvre des Américains qui croule sous les hausses de prix. L'immobilier est hors de prix, l'alimentaire a flambé également, et une inflation au-delà de 8% n'est pas tenable et fait des dégâts dans les couches les plus fragiles de la population américaine. Donc, dans le camp démocrate, il y a une obligation d'arriver au mi-terme avec une détente sur les prix. Et donc, c'est pour ça que je pense que la Fed, pour l'instant, n'a pas de levier, n'a pas de piste à court terme pour éventuellement infléchir sa tonalité, même si on commence à déceler quelques pic de prix dans certaines composantes américaines. Pour moi, c'est pas encore suffisant pour que la Fed puisse commencer à pivoter en fait, pour changer un petit peu le ton qui est assez agressif depuis quelques mois maintenant sur sa politique monétaire. Donc voilà ce qu'on peut dire de la semaine. On a des taux qui se sont également redressés côté US. Le taux de 10 ans américain qui est remonté, on avait fini la semaine dernière sous les 2,80%. On est remonté là vendredi, donc aujourd'hui au moment où j'enregistre, près de 3% là, après le rapport sur l'emploi américain. Donc les taux se redressent à nouveau, et c'est là qu'on voit que le marché n'est pas encore convaincu complètement qu'on va arriver sur un pic inflation. Et donc c'est ça qui rend les marchés actions, encore une fois, difficiles à appréhender dans leur trajectoire, parce que personne veut trop rater le point bas si les marchés commencent à former un point bas et commencent à rebondir en anticipation d'un sommet sur les prix, et donc ensuite une détente des taux. Personne ne va être en retard par rapport à ça, mais à la fois personne n'a envie d'acheter trop tôt non plus sur les marchés, même s'il y a déjà eu des baisses conséquentes sur les gros indices, entre 20 et 30% en Europe et aux États-Unis. Personne ne va acheter trop tôt, parce qu'on se dit que si effectivement on continue à avoir un pétrole qui monte au-delà de 120 $, voire 130, et que les matières premières continuent de pousser de cette manière-là, eh bien le risque, c'est qu'on ait effectivement à nouveau des décrochages de marché de 5-10%. Voilà, et donc on sent bien toute cette hésitation, on l'a vraiment senti toute cette semaine. Et c'est vrai que même en termes d'analyse, le sentiment n'est pas si simple que ça. Oui, il y a des opportunités évidemment sur des horizons de moyen terme, mais à court terme, on ne peut pas écarter des risques de correction supplémentaires sur les indices. Donc on voit bien qu'il y a cette lutte entre les acheteurs et les vendeurs tout au long de la semaine. Donc voilà ce qu'on peut dire. Puis cette semaine qui s'est donc terminée, ou en tout cas qui a été clairsemé comme ça de différentes déclarations assez atypiques. Deux d'entre elles ont beaucoup fait parler. Celle de Dimon, donc le président de JP Morgan, le directeur de JP Morgan, donc depuis des années, qui expliquait qu'il fallait s'attendre à un ouragan économique. Donc une déclaration assez surprenante, parce que quelques jours avant, il avait dit que l'économie était plutôt résiliente. Et puis la dernière, assez médiatique aussi, celle du patron de Tesla, Elon Musk, qui a expliqué que pour lui, on allait au-devant de grosses difficultés économiques. Il prévoit 10% de licenciement de sa masse salariale. Donc voilà, déclaration assez atypique, d'ailleurs de Musk sur l'économie
l'économie en général. Il ne se prononce pas forcément sur des sujets de société ou autre. Là, il se prononce sur l'économie et sur sa propre entreprise. Donc, c'est assez atypique. Effectivement, ça fait cogiter les marchés donc, sur le ralentissement économique que traversent les États-Unis. Mais ce ralentissement économique, encore une fois, qu'on ne voit pas forcément sur toutes les données macroéconomiques américaines. La plupart tombent sous les attentes, sur l'immobilier par exemple, notamment, mais certaines, je le dis, comme l'ISM manufacturier par exemple, est ressorti bien meilleur qu'attendu. Donc voilà, toujours du mal un petit peu à lire cette trajectoire économique américaine. Il y a également des révisions à la baisse de la Fed d'Atlanta, donc qui est une antenne régionale de la Réserve fédérale, qui publie de manière régulière, plusieurs fois par mois, des projections sur la croissance anticipée pour le deuxième trimestre aux États-Unis. Et on voit que depuis plusieurs semaines, ce modèle de prévision révise à la baisse les anticipations de croissance. La dernière révision en date était de 1,3% de croissance attendue pour le deuxième trimestre, sachant qu'on avait démarré le trimestre au-delà de 2% d'anticipation. Donc là aussi, ça fait toujours planer des craintes, effectivement, sur cette dynamique économique. Et donc, comme le premier trimestre a été contracté, s'il y a un deuxième trimestre de contraction, ça signifie récession. Donc on est un peu sur un petit peu le fil du rasoir, sur le sentiment de marché et la macro américaine. C'est pas mauvais, mais c'est pas bon non plus. Et donc voilà, c'est un entre-deux qui rend aussi du coup la position des investisseurs sur les marchés plutôt délicate. Voilà ce qu'on peut dire pour cette semaine. Je vérifie si je n'ai pas oublié de vous parler de quelque chose, mais c'était donc les principaux sujets. Oui, dernier petit élément qui a fait parler aussi, c'est Microsoft qui a révisé à la baisse légèrement ses anticipations de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre, en invoquant notamment l'impact du taux de change, du dollar fort donc sur son chiffre d'affaires. C'est pas une révision catastrophique, mais c'est assez rare pour être souligné. Et puis surtout, ça peut là aussi faire cogiter un petit peu le marché sur le fait que si Microsoft révise ses résultats, est-ce que c'est la porte ouverte à d'autres révisions, d'autres grands groupes tech? On pense à Apple, on peut penser à Alphabet également, sur les questions de la publicité ou autre. Donc voilà, ça met le doigt là aussi sur un sujet un peu sensible, des publications micro qui vont intervenir donc seulement à partir de juillet, donc à la mi-juillet pour les résultats du deuxième trimestre. Et donc voilà, ça laisse de l'espace finalement, ces données macroéconomiques assez moyennes et puis cette micro sous surveillance. Eh bien le marché normalement n'est pas complètement rassuré avant les publications qui tomberont à la fois pour le PIB et pour les entreprises en juillet. Donc ça peut laisser comme ça encore un mois et demi de marché hésitant en termes de tendance, voire pourquoi pas correctif, si effectivement il n'y a rien à quoi se raccrocher de tangible. Évidemment, quelque chose de tangible, ce serait un début de discussion Ukraine-Russie par exemple. Là, ça commence à produire des effets assez forts sur le marché, mais voilà, ça c'est un sujet évidemment totalement non anticipable et imprévisible, donc on attend de voir ce qui se passe de ce côté-là. Semaine prochaine, rapidement, on aura des indicateurs à surveiller. Le PMI Service en Chine, ce sera donc pour lundi, journée light, lundi, férié dans plusieurs zones. Donc PMI Service en Chine, ce sera l'une des seules statistiques à surveiller lundi. Mardi, décision de la Banque d'Australie sur sa politique monétaire. On va dire que l'immobilier commence à fléchir un petit peu en Australie, ce qui est un signe là aussi de ralentissement. On aura des données sur l'Allemagne à nouveau qu'on va surveiller, comme les commandes industrielles. Nous aurons également la confiance des investisseurs en zone euro, donc à surveiller. Mercredi, à nouveau l'Allemagne avec sa production industrielle. On aura également une révision, les chiffres révisés plutôt de la croissance européenne au premier trimestre. Donc on verra ce qu'il en est, parce qu'on a vu que la France, par exemple, elle a révisé à la baisse, et puis donc contraction de l'activité au premier trimestre. Donc on surveillera cette révision pour la zone euro. Jeudi, ce sera la réunion de la BCE, donc gros rendez-vous de la semaine prochaine, réunion de la BCE, donc on suivra ça évidemment en direct. On aura également la balance commerciale chinoise, bon moyen de voir la dynamique intérieure par le biais des importations, mais également de voir le niveau de la demande mondiale par le biais des exportations. Donc pas mal d'éléments à surveiller dans cette balance commerciale chinoise, et puis on finira la semaine prochaine avec des indices de confiance pour les consommateurs américains. Donc ça, grosse donnée, la consommation, c'est 2/3 du PIB américain, donc tout ce qui concerne la confiance des consommateurs est important. Et puis on aura également, et là aussi gros rendez-vous de fin de semaine, les chiffres d'inflation aux États-Unis. Encore merci de nous avoir écoutés. Bon trade et bon week-end avec IG.